Merci beaucoup. Merci pour votre invitation à parler au 31e anniversaire de notre académie. Je suis très heureux et je voudrais tout d'abord m'excuser d'être arrivé en retard. En fait, nous avions le Sommet du bien commun, qui est un événement organisé par TSE et des organismes de presse. Et donc, nous essayons aussi de contribuer aussi à la culture économique. Mais la conséquence, c'est que je suis arrivé un petit peu en retard à l'exposé de Christian Galland. L'autre chose dont je voudrais m'excuser, c'est que je n'ai pas évidemment votre culture et je n'ai pas votre savoir. Le sujet aujourd'hui va être un sujet plus économique, même si on va parler un petit peu d'Asie. Je ne suis pas un spécialiste d'Asie, même si j'ai un peu d'expérience par les voyages et les lectures, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste. Et donc, nous nous étions mis d'accord pour que je parle un peu de transition écologique. Ça a effectivement un rôle important. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par un certain nombre de généralités. Et puis après, je parlerai un petit peu d'exemples asiatiques pour parler de la problématique qui se pose. Donc, dans les généralités, je vais commencer par ce qu'on a écrit un petit résumé du rapport qu'on a écrit pour le président Macron avec Olivier Blanchard et une commission internationale de 24 économistes sur un certain nombre de défis. Et le défi climatique n'est qu'un des défis qui étaient considérés dans le rapport, à ceci près qu'effectivement c'est un défi qui est tout à fait existentialiste. C'est-à-dire que si on n'agit pas, effectivement, je vous apprends rien, nous sommes dans une situation incroyablement compliquée. Donc, effectivement, il y a une urgence absolue à agir. Nous avons pris énormément de retard. Enfin, ça fait plus de 30 ans que le sommet de Rio a eu lieu. Et nous avons pris énormément de retard dans la lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, plus on attend, plus ça va être coûteux et plus ça va être difficile. Et plus il y aura de résistance de la population vis-à-vis du coût supplémentaire qu'il faudra payer. Parce qu'il faut la croissance verte, n'oublions pas, c'est un mythe. Il faut avoir le courage d'accepter le fait que, de façon temporaire, on accepte de payer un coût pour les technologies vertes. Et donc, ça va être un problème, je pense, politique absolument considérable. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles. On voit effectivement que les éoliens, la courbe d'apprentissage a fait baisser énormément les coûts pour les éoliennes, pour le solaire. Avec encore des tas de problèmes, parce qu'on n'a pas résolu le problème du stockage et le problème de l'intermittence de ces énergies. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. On a vu effectivement que les lampes LED et les innovations qui ont été faites, qui ont commencé au début du XXe siècle, mais qui ont enfin payé au XXIe siècle, c'est une très bonne nouvelle pour la planète. Les véhicules électriques, nous en sommes encore assez loin, mais on voit aussi d'autres technologies. Et cette urgence est très perçue par les Français. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les Français acceptent le fait que c'est vraiment une situation extrêmement dangereuse. Mais il y a un problème de perception. Donc quand on interroge les Français sur le réchauffement climatique, il y a cette perception que certaines mesures sont acceptables et d'autres ne le sont pas, un peu indépendamment de leurs coûts et de leurs bénéfices. Donc les mesures visibles, et je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, les mesures visibles comme la taxe carbone, hein, souvenons-nous des gilets jaunes, sont des mesures incroyablement populaires, une taxe de plus. Et les mesures invisibles, par contre, sont beaucoup plus populaires. Donc il y a des mesures, le CEQE, c'est le système de quotas d'émissions échangeables qui existe depuis 2005 en Europe. J'ai jamais vu une manifestation contre le système CEQE dans la rue. Or, c'est effectivement un paiement qui est assez similaire à une taxe carbone. Mais tout ce qui est obligation d'achat, par exemple, sont en fait des subventions, ou alors les subventions quand on achète une voiture électrique, ce sont des subventions, une pompe à chaleur, ce sont des subventions qui sont extrêmement populaires. Et les gens oublient complètement qu'une subvention, c'est une taxe. Parce qu'évidemment, il va falloir la financer quelque part. Alors, où exactement, ça dépend. C'est-à-dire que ça va se retrouver sur votre facture d'électricité. C'est le cas de l'éolien et
et du solaire, ça peut être le budget de l'État, ça peut être beaucoup de choses, mais une subvention, c'est toujours une taxe. Mais quand vous regardez, par exemple, vous faites des sondages, les perceptions des gens, une taxe, c'est horrible, et une subvention, c'est très bien. Alors que c'est la même chose. Donc ça pose problème vis-à-vis de la politique économique, et ça se retrouve à un niveau très profond, et ce n'est pas français. Vous prenez la politique actuelle de Joe Biden aux États-Unis, c'est aucune taxe. Le prix du carbone est encore extrêmement faible. Je vous rappelle que maintenant, le prix du carbone en Europe est environ 100 € la tonne. Les gilets jaunes, on avait un prix du carbone qui était environ 55 € à l'époque, qui amenait les gens dans la rue. Et aux États-Unis, la plupart du temps, c'est encore 5 à 10 €. C'est 30 € en Californie, mais la Californie, ce n'est pas les États-Unis. Donc, il faut, voilà, c'est une situation où même Joe Biden n'a pas, qui se veut un président vert, n'a pas osé avoir la moindre taxe carbone. Conséquence, vous allez aux États-Unis, il y a toujours ces maisons de 1000 mètres carrés à air conditionné fonctionnant à plein. Vous avez toujours les SUV et les gens qui habitent à 50 km ou 40 km de leur travail, de leur travail, etc. Donc, aucun changement dans les comportements. Alors, il y a d'autres choses dans le plan Biden qui sont bien, on pourra y revenir, mais disons que les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, les gens adorent les subventions, mais par contre, les taxes, ça ne va pas. Alors après, il y a des perceptions qui sont plus correctes. C'est-à-dire qu'une taxe carbone, par exemple, ça fait des gagnants et des perdants. Ça, c'est vrai. Et les perdants ne sont pas forcément les ménages les plus aisés. En proportion de leurs revenus, les plus démunis paient plus de taxes carbone. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une taxe régressive, donc qui frappe en proportion un peu plus. Alors les plus aisés paient plus de taxes carbone, mais en proportion des revenus, ils paient moins. Et donc, il y a cette question de comment faire. Évidemment, la solution est assez claire. La solution, c'est de faire une compensation pour les plus démunis. C'est très difficile à le faire exactement parce qu'il y a des démunis qui n'utilisent pas leur voiture, par exemple. Ils n'ont pas de voiture. Il y en a d'autres qui, par contre, l'utilisent beaucoup. C'est compliqué. Mais disons qu'un simple chèque énergie, c'est-à-dire que même en faisant de façon très bête, vraiment extrêmement bête, vous dites, on prend la taxe carbone, le produit de la taxe carbone, on le redistribue à tous les Français en quantité égale, les plus démunis gagneraient à avoir une taxe carbone. Ils gagneraient financièrement à avoir une taxe carbone. Donc, même cette façon très, très bête de faire les choses améliorerait le sort des plus démunis. Donc, c'est très intéressant de savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Enfin, je l'ai déjà dit, cette idée qu'on n'aura aucun coût à affronter la transition énergétique est très dangereuse à mon avis. On parle beaucoup de croissance verte, on parle beaucoup d'emplois verts, et il n'y a pas beaucoup de fondement là-dessus. Et d'ailleurs, si c'était vrai, on l'aurait déjà fait depuis 30 ans. Il y a une bonne raison pour laquelle on ne le fait pas. Donc il y a cette situation un petit peu dangereuse où tous les gens disent, mais oui, bon, il faut faire quelque chose, mais ce ne sera pas moi. En gros, et d'ailleurs, tous les sondages le montrent, les études le montrent, les gens disent, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Alors qui ça, peut-être les riches, les autres pays peut-être, mais c'est un sujet, et la même chose qui en France se retrouve dans tous les pays du monde. Donc on a un problème. Donc les recommandations du rapport avec Olivier Blanchard, elles sont assez classiques, je dirais, pour un économiste, parce que les économistes, pratiquement dans le monde entier, sont d'accord qu'il faut tarifer le carbone, puisque c'est comme ça qu'on va inciter les entreprises et les particuliers à changer de style de vie, à faire les investissements qu'il faut à se débarrasser une fois pour toutes du charbon, etc., etc. C'est pas très cher pour se débarrasser du charbon. On estime que pour se débarrasser du charbon, il suffit d'un prix du carbone à 50 €. C'est quand même pas beaucoup. Donc, il faut absolument un prix qui donne des incitations aux entreprises, aux citoyens pour améliorer leur comportement. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira d'autant pas que nous sommes déjà très en retard sur ce que nous aurions dû faire. Donc il faut absolument avoir des technologies
des technologies de pointe qui changent les choses. Donc, on ne sait pas quelles seront ces technologies. Il y a 36 technologies vertes. On ne sait pas. C'est comme les vaccins contre le Covid. On ne savait pas lequel marcherait, quelle technologie marcherait. Et dans le domaine de la recherche et développement vert, on ne sait pas quel genre de technologie marchera. Est-ce que ce sera l'hydrogène? Est-ce que ce sera la capture du carbone? Est-ce que ce sera, etc. Il y a beaucoup de technologies. Et donc, il faut encourager la technologie. Et nous sommes extrêmement en retard aussi là-dedans, en particulier en Europe. Nous faisons beaucoup trop peu de recherche intensive sur des nouvelles technologies vertes. D'accord. L'autre chose, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que une des raisons pour lesquelles on a trop peu de technologies vertes actuellement, d'innovation en technologie verte, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de prix de carbone. Parce que vous ne pouvez pas monétiser vos innovations si les gens peuvent polluer gratuitement. D'accord ? Si vous êtes une petite start-up à Toulouse et que vous avez une innovation verte et que vous allez voir une entreprise, par exemple, et dire, voilà, j'ai cette innovation qui va vous permettre d'économiser du carbone, par exemple en capturant le carbone, je ne sais pas, l'entreprise va lui dire, mais vous savez, nous, on ne paie pas pour le carbone. Et donc, on n'est pas prêt à payer quoi que ce soit pour votre innovation. Donc, c'est vraiment, vraiment très important de comprendre qu'un prix du carbone encourage aussi la recherche et le développement. Et enfin, ça simplifie beaucoup la vie. C'est très important de comprendre qu'en fait, le prix du carbone, il est incorporé automatiquement dans tous les biens et services qu'on achète. Et donc, nous sommes sensibilisés automatiquement, sans rien savoir, à en fait, notre empreinte carbone. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire une taxe carbone idiote, il faut le faire bien. Et pour le faire bien, il ne faut pas d'exemption. Les Gilets jaunes avaient raison, ils disaient, mais attendez, vous nous demandez de payer une taxe carbone sur l'essence et ces choses-là, mais je vois que finalement, il y a un certain nombre de catégories socio-professionnelles qui en sont exemptées, et ça ne va pas du tout. Donc, pas d'exemption, elles sont inefficaces, elles sont injustes. Il faut mettre la fin aux subventions aux énergies fossiles. Bon, il faut stabiliser, ça c'est un peu technique. On a recommandé une taxe carbone aux frontières, parce que si vous commencez à avoir une taxe carbone qui est élevée, ça veut dire que vos industries sont défavorisées par rapport aux pays, je ne sais pas, la Chine, où il n'y a pas de taxe carbone, où la taxe carbone est de 2 € la tonne. Et donc, automatiquement, ça veut dire que vos industries vont se délocaliser vers d'autres pays qui, eux, n'ont pas les mêmes objectifs environnementaux. Ou alors, les consommateurs vont importer les biens qui viennent d'autres pays. Et donc, on est obligé d'avoir une taxe carbone aux frontières pour faire payer aux importations une taxe carbone. Et enfin, comme je le disais, il faut une redistribution explicite aux perdants. Je dirais la même chose au niveau international. C'est-à-dire qu'il faudrait, au niveau international, reconnaître que ces pays pauvres qui veulent se développer et qui ont une raison de vouloir se développer et qui nous disent aujourd'hui, ah, vous vous êtes développés depuis 200 ans en polluant la planète, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc il va falloir aussi faire des transferts à ces pays pour qu'effectivement ils adoptent un prix du carbone. Et ça paraît important. Il faut le prix du carbone pour que leurs entreprises en particulier aient une incitation à réduire leurs empreintes carbone. Donc c'est vraiment important de leur demander l'effort, mais de même que les plus démunis dans nos pays, il faut pouvoir les compenser pour pouvoir leur demander un effort. Alors il faut des subventions à la recherche et développement. Donc là, ce n'est pas simplement améliorer un peu l'efficacité des batteries ou des choses comme ça. Il faut vraiment des technologies de rupture qui auront cet autre avantage qu'une fois qu'on les a, on peut faire un transfert aux pays en voie de développement. Je ne crois pas honnêtement que l'Inde ou la Chine auront un prix du carbone en 2030 à 200 € la tonne. J'en doute très, très, très fortement. Même si ça serait désirable, même si c'est ce qu'on calcule est nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif des 1,5 degrés de réchauffement. Donc, il va falloir aussi ce qu'on fasse,
ce qu'on fasse aussi, c'est de transférer des technologies gratuitement aux pays les plus pauvres. Alors, bon, la Chine n'est pas un bon exemple parce que la Chine est effectivement un pays à la fois riche et pauvre, mais voilà. Donc, c'est très important. Alors, comment avoir ces technologies de rupture? Il faut y mettre les moyens. Il faut mettre les moyens en euros et il faut mettre les moyens en gouvernance. Et ça, la gouvernance est moins bien comprise. C'est-à-dire que pourquoi certains organismes, par exemple de recherche américains, ont si bien réussi à développer la recherche fondamentale dans des domaines comme la tech ou les vaccins ou les médicaments plus généralement, simplement parce que, bon, ils ont de l'argent bien sûr, mais aussi parce qu'ils ont des pratiques vertueuses. C'est-à-dire que c'est les scientifiques qui choisissent finalement à qui donner ces subventions. Ils en donnent à quelques équipes seulement. Ils ne font pas du saupoudrage. Ils donnent à quelques équipes qui ont une chance de réussir. Et ils se comportent vraiment comme des managers. C'est-à-dire que si cette recherche va nulle part, ils interrompent immédiatement et redistribuent cet argent à d'autres équipes. Et il faut faire ça. Donc on a détaillé un petit peu toutes les mécanismes de gouvernance qui permettent de faire ça. Donc il faudra l'appliquer au niveau européen parce que la France, honnêtement, nous sommes un peu petits. L'Europe serait mieux. Bon, je sais bien qu'il y a des problèmes. Et il faut évidemment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'encore une fois, c'est comme les vaccins. Si on avait décidé que telle ou telle technologie allait être la solution à la Covid, on ne serait peut-être pas ensemble aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut être humble et fixer un objectif, mais ne pas fixer un chemin vers cet objectif. Parce qu'on risque de se tromper. Je ne vois pas pourquoi un politique saurait nécessairement quelle est la bonne filière industrielle, alors que les industriels eux-mêmes, les scientifiques ne le savent pas. Donc, ça, c'est vraiment important. Une alternative à mettre un prix du carbone, c'est de faire des normes et des interdictions. Donc, vous savez tous pour les zones à faible émission, vous savez tous qu'en 2035, on n'aura plus de voitures thermiques à la vente en Europe, ce qui veut dire que les chiffres de vente en 2033 et 2034 vont être faramineux, mais ça c'est autre chose. Donc des choses qui en général sont plus populaires que les prix du carbone. Mais si vous réfléchissez bien à une interdiction des voitures thermiques en 2035, c'est rien d'autre qu'un prix du carbone infini pour les voitures thermiques. Donc, il n'y a pas de problème nécessairement à avoir des normes et des interdictions, mais ceci pose problème parce qu'il faut aussi mesurer combien ça coûte. Enfin, les économistes sont toujours là à dire mais combien ça coûte in fine. Pourquoi? Parce que c'est très important. Les gens, et c'est légitime, veulent conserver leur pouvoir d'achat. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. Donc, veulent conserver leur pouvoir d'achat. Et si on augmente le coût des pollutions par un facteur de 2 ou 3, ça va encore plus mal se passer. Donc il faut le faire au moindre coût. Et la réponse est qu'un prix du carbone est la façon de le faire au moindre coût. Parce que simplement, ça vous dit, si vous pouvez réduire votre pollution en dessous de ce prix, vous allez le faire. Si c'est trop cher pour vous n'allez pas le faire. Et ce qu'il faut, c'est se fixer un budget carbone, celui de la COP21, celui des différents rapports du GIEC, et après faire en sorte qu'on arrive à ce budget. Voilà. Pour ça, il faut aussi donc réfléchir, parce que dans le passé, prenons un exemple. Il y a encore 10 ans, l'Allemagne subventionnait le solaire de façon démesurée. Ils payaient 1000 ou 1200 euros la tonne. Éviter. Alors qu'on pouvait, à une époque où le prix du carbone sur le système européen était de 8 à 9 euros. Donc ça veut dire qu'on aurait pu, quand on économisait une tonne de carbone, on aurait pu en économiser 100. Alors personne ne le savait, enfin personne parmi l'électorat ne le savait, et on dépensait beaucoup d'argent. Alors ça a eu certains avantages, parce que ça a favorisé les progrès sur les technologies du solaire, par exemple. Mais honnêtement, ce n'est pas forcément en Allemagne que le solaire est le plus efficace. Et en plus, les technologies de l'époque étaient assez inefficaces aussi. Et donc, ça veut dire qu'on dépensait des sommes énormes, alors qu'on aurait pu économiser beaucoup plus de tonnes de carbone par d'autres politiques. Donc, la rationalité économique, bon, c'est un peu effectivement le biais d'un économiste, bien sûr, mais la rationalité
économique est quand même très important. Clairement, notre électorat dit on ne veut pas trop dépenser pour la lutte contre le réchauffement climatique. Si on adopte des politiques qui en fait vont faire dépenser encore beaucoup plus qu'on devrait dépenser, ce n'est pas très intelligent. Alors sur l'électricité, c'est on a quelques petites remarques, on n'a pas été dans le fond, mais ce qui est clair, c'est que la consommation d'électricité va à peu près doubler dans les prochaines années. Si vous commencez à dire qu'il faut que les voitures soient électriques en 2035, si vous commencez à dire qu'il faut des pompes à chaleur, etc., ça veut dire que la consommation d'électricité va augmenter. Donc, question, comment vous produisez cette électricité? D'autant plus qu'il y a des centrales nucléaires qui vont être déclassées. Donc, à ce moment-là, qui sont des centrales, évidemment, sans carbone, sans émission de carbone. Donc, comment faites-vous? Combien ça va coûter? Quel va être le prix de l'électricité? L'autre chose, c'est comment faire aussi avec les réseaux. On parle toujours de la génération, de la production d'électricité, mais il y a aussi la question des réseaux d'électricité. On le voit déjà aujourd'hui en Allemagne. L'éolien est sur la mer du Nord, la consommation est plutôt, disons, en Bavière, et il faut amener l'électricité d'éolienne vers la Bavière. Seulement, il n'y a pas le réseau pour. D'accord? Et quand on produira du solaire en Andalousie, ben, comment allons-nous amener cette électricité vers le nord? Donc c'est un problème. Et donc il va falloir aussi réfléchir à ça. Nucléaire, notre commission n'avait pas le temps d'y réfléchir, pour être honnête. Mais était unanime sur une chose. C'est que dans la situation actuelle, qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, ce n'est pas responsable de fermer les centrales actuelles. Il y a une discussion sur les nouvelles générations, mais si on ferme les centrales actuelles comme l'a fait l'Allemagne de façon totalement irresponsable, on va augmenter les émissions de CO2 de façon considérable. D'ailleurs, l'Allemagne pollue beaucoup plus que la France au point de vue électricité, parce qu'évidemment, il faut utiliser du charbon de Pologne et d'Allemagne pour compenser. Alors qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts par ailleurs dans les énergies renouvelables. À l'international, donc quelques mots sur l'international, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il faut comprendre quelle est la situation à l'international. Les responsables de la situation actuelle, c'est nous. Demain, qui va polluer, ce n'est pas nous. La France, aujourd'hui, pollue à moins d'1% des émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre plus généralement. Et on voit très bien la montée en puissance déjà de la Chine. Alors, la Chine, évidemment, parce qu'il y a un effet de population, mais il y a aussi un effet d'intensité du carbone de la production. 50% des mines à charbon sont quand même, de la production de charbon, sont en Chine, il ne faut pas oublier. Et le charbon, c'est encore bien pire que le gaz pour question de pollution. C'est le double. Donc, on voit très bien que 50% de la production mondiale de charbon est en Chine, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. L'intensité carbone est très élevée, elle est plus élevée qu'en France. Bien que la Chine soit, là, comme je le disais tout à l'heure, soit à la fois un pays riche et un pays pauvre, parce qu'il y a encore tout un pays en développement. L'Inde n'est pas à ce niveau-là, mais l'Inde n'est pas à ce niveau-là simplement parce que c'est un pays plus pauvre que la Chine. Mais évidemment, quand l'Inde va rattraper la Chine, on va aussi avoir un sérieux problème à ce niveau-là. Et vous voyez l'intensité. Alors évidemment, il y a les pays du Golfe. Vous connaissez très bien les problèmes qui se posent avec l'énergie bon marché. On ouvre les fenêtres avec air conditionné, etc. On a des SUV partout et de l'éclairage partout. Mais même, effectivement, dans les pays occidentaux, l'Australie, les États-Unis et le Canada ne sont quand même pas des modèles de vertu écologique. Mais ça vous dit quelque chose. Ça vous dit qu'en fait, la progression des émissions de carbone, ça va se passer dans les pays émergents. Pas seulement la Russie, mais ça va être l'Inde, ça va être la Chine, parce que la Chine n'a pas fini de croître, ça va être le Brésil, ça va être tous ces pays-là, et l'Afrique du Sud. Maintenant, on les comprend, ils ont envie de croître et ça se comprend. Sur les intensités carbone, là on voit aussi les problèmes. Effectivement, là on a des pays comme la Russie qui ne sont pas forcément très écologiques, mais ils ne sont pas les seuls.
Et donc, ça complique évidemment les relations internationales parce que, d'une part, on ne part pas du même niveau. D'autre part, il y en a qui veulent croître à juste titre. Et enfin, tout le monde ne va pas être affecté de la même manière par le réchauffement climatique. C'est vrai que la Russie et le Canada se disent, bon, ça ne sera pas très grave, au moins dans le court terme. Voilà, donc ça pose des problèmes pour les relations internationales. Et ce n'est pas la France ou même l'Europe qui va avoir un impact déterminant sur ce qui va se passer dans le monde. Mais on peut quand même déjà essayer d'utiliser la valeur d'exemple. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même important. Un ajustement aux frontières, ce que je disais tout à l'heure, pour essayer de mettre la pression sur des pays pour qu'eux-mêmes adoptent un prix du carbone. La R&D verte, dont on transférerait les licences de façon gratuite aux pays les plus pauvres, et l'aide à la construction des accords internationaux. Ça, c'est un peu. Alors après, comment on fait ça, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. C'est une question de géopolitique et je crois que personne n'a la réponse. On sait que l'ONU ne marche pas pour ça. C'est bien d'avoir les COP. Mais les COP, quand vous donnez un droit de veto à 196 pays, dont l'Arabie Saoudite, la Russie et le Venezuela, vous savez très bien qu'il n'y aura rien dans votre rapport final. Enfin, il y aura que des déclarations d'intention et il y aura assez peu de choses dedans. Donc, est-ce qu'il faut partir du G7 ? Le G20, c'est plus compliqué parce qu'il y en a qui sont, surtout dans le G20, qui n'ont pas très envie de combattre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut un club de climat ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir un club de pays qui ont envie de combattre ensemble et qui après mettent la pression sur les autres pays ? Moi, avant la COP de 2014 à Paris, j'étais plutôt en faveur de 2015, pardon. J'étais en faveur d'avoir un club où on mettrait ensemble les États-Unis, l'Europe, etc., enfin quelques pays comme ça, et qui mettrait la pression après dans les organismes internationaux pour ça. Mais évidemment, c'était un an avant l'élection de Donald Trump, donc c'était pas forcément une recommandation très avisée. Mais c'est très compliqué, hein. La géopolitique de tout ça, c'est extrêmement compliqué. Je ne veux pas vous l'apprendre. Alors, il faut se méfier des fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, c'est des idées qui ont l'air très généreuses sur le papier, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, en France, on n'est pas le seul pays à avoir ça. On a une directive des contrats publics qui spécifie que tout contrat public doit inclure des critères environnementaux. Alors pourquoi pas, et ça paraît généreux, mais je pense que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que d'abord, votre communauté territoriale n'a pas la capacité de mesurer les émissions, n'a pas la capacité de vérifier les dires des entreprises sur l'empreinte carbone de leurs produits. Ensuite, il n'y a pas d'explication sur comment faire. Donc concrètement, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on prend en compte le transport pour éviter que des produits d'autres régions viennent? Ou est-ce qu'on prend en compte aussi la façon dont les légumes sont cultivés, etc. Comment fait-on en pratique? Et enfin, quel prix mettons au carbone? Donc vous pouvez très bien avoir une communauté qui met un prix sur le carbone de 2 euros, c'est en quelque sorte, et puis une autre juste à 5 km qui met un prix du carbone à 1 000 euros. Ça n'a pas de cohérence et ça me semble assez dangereux. De même, aujourd'hui, il y a une pression extrêmement forte sur les banques centrales, sur les autorités de la concurrence, comme la DG Comp à Bruxelles, sur le FMI, sur beaucoup d'autres choses pour se verdir. Alors de nouveau, étant donné la situation dans laquelle on se dit, il faut faire ça, évidemment, ça paraît logique. Le problème, de nouveau, c'est qu'ils n'ont pas forcément les capacités de mesure des émissions et ils n'ont pas de feuille de route. Donc c'est complètement discrétionnaire sur la politique. Et enfin, dans le cas des agences indépendantes, comme la Banque centrale et les autorités de la concurrence, qui sont indépendantes du politique, il y a un risque très fort de perte d'indépendance et de repolitisation de l'agence, donc des autorités. Donc ça me paraît extrêmement dangereux et c'est simplement un reflet de la faillite de nos États. C'est-à-dire que les États essaient de se défausser, ils ne veulent pas faire le travail. Alors, je reviendrai par la suite. Les États ne veulent pas faire le travail
de lutte contre le réchauffement climatique et de se défausser sur les collectivités territoriales, sur les banques centrales, sur les autorités de la concurrence, sur les organismes multilatéraux, etc., etc. Et pourquoi pas les juges aussi? On peut aussi avoir les juges qui évalueraient un peu tout. Alors, c'est peut-être pas très gentil vis-à-vis des politiques, mais c'est pas très gentil surtout vis-à-vis de nous. Parce qu'in fine, les politiques, ils réagissent à l'opinion publique. Et donc, en fait, ils réagissent beaucoup à ce qu'on leur demande. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, en tant que peuple, de demander aux politiques de se défausser, de demander à d'autres partis qui ne sont pas capables de le faire, Et ça pose un problème. J'ai oublié de mettre les entreprises dans la liste, d'ailleurs. Je vais prendre quelques exemples quand même de ce qui se passe. Alors, du point de vue climatique, on pourrait peut-être... J'ai vraiment un savoir extrêmement parcellaire sur l'Asie, mais bon, j'ai un peu une expérience, par exemple, sur la Chine, sur les problèmes de crédit social, sur les problèmes ces choses comme ça, sur les problèmes de stratégie industrielle, mais je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, de ces pays. Donc, je vais prendre 2-3 pays et essayer d'expliquer comment tout ça, ça interagit avec ce que j'ai dit précédemment. Alors, ce que j'ai dit précédemment, c'est des recommandations, effectivement, enfin, le président Macron, en fait, voulait que ce soit un rapport européen, un rapport européen, et d'ailleurs, le lendemain de la remise, il en a parlé aux autres responsables européens, justement. La Chine, la Chine, c'est évidemment beaucoup d'énergie fossile, hein, même si, quand vous prenez des rues chinoises, vous voyez beaucoup de... Tous les vélos et mobylettes sont électriques, mais c'est beaucoup d'énergie fossile. 50% des émissions de la production du charbon, comme je le disais, 30% des émissions de CO2. C'est quand même énorme. Bon, Chine, c'est grand, bien sûr, mais c'est quand même énorme. Donc là, ils ont accepté de faire des objectifs pour 2060, 20% d'énergie fossile, neutralité carbone. 2060, ça sera trop tard, hein, de toute façon, c'est totalement clair. C'est trop tard. Nous sommes tous très en retard sur ce qui devrait exister. Donc là, 2060. Et ça, il faut réaliser que la Chine, évidemment, va être très impactée par le réchauffement climatique. Donc ils font partie des pays qui vont avoir des problèmes considérables avec le réchauffement climatique. Alors, la Banque centrale de Chine finance un nombre de projets verts quand même. Alors, parfois de façon d'économie administrée, c'est-à-dire qu'on donne des cibles, à atteindre. Soit aux pouvoirs locaux, soit par secteur. Et ça, les économistes n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que ce n'est pas efficace. Imaginez par exemple que vous vouliez décarboner l'industrie électrique française, qui est essentiellement à base de nucléaire. Donc décarboner, c'est pratiquement impossible à faire. C'est très difficile à faire de décarboner la production électrique française. On peut le faire, mais ce n'est pas le même coût. Si vous avez déjà un secteur qui est déjà bien décarboné, qui a déjà fait beaucoup d'efforts, aller au-delà, ça coûte très cher, alors qu'il y a des secteurs qui peuvent facilement décarboner. Donc ça, c'est vraiment important. Sauf pour l'électricité, ils utilisent des mécanismes de marché, des bourses de droits d'émission négociables sur le carbone. Il en existe dans à peu près... il y a 48 systèmes ou 50 systèmes dans le monde, quelque chose, et il y en a en Chine en particulier. Malheureusement, le prix est très faible, 8-9 euros la tonne. Encore une fois, aujourd'hui, on devrait déjà être à 100 dans tous les pays du monde. Voilà, on en est très très loin. Là, ils envisagent de monter à 34 $ la tonne en 2030. Mais 2030, on devrait être à presque 200. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur. Il parle aussi d'étendre, parce que c'est uniquement l'électricité, d'étendre ce mécanisme à d'autres choses, comme des grands pollueurs, comme les raffineries, le ciment, l'acier, etc. On verra, je n'en sais strictement rien. Alors, international, il joue un jeu qui a sa cohérence, mais aussi assez dangereux. Donc, d'abord, pour eux, la Chine est un pays en voie de développement. Je sais pas,
vous mettez les pieds à Shanghai, à Pékin ou à Shenzhen, vous vous posez des questions sur la notion de pays en voie de développement. Mais c'est vrai que la Chine, il y a aussi toute une partie qui n'est pas encore développée. Et ils ont cette vision que nous avons des responsabilités communes mais différenciées. Donc on en revient un peu à cette idée des pays du Sud qui disent aux pays du Nord, vous avez pollué pendant 200 ans pour financer votre croissance et industrialisation, et maintenant vous nous dites de ne pas polluer et de ne pas financer notre croissance. Et donc la diplomatie a engendré cette terminologie de responsabilité commune et différenciée qui avait été, je me trompe peut-être, mais qui a été lancée par l'Inde, qui a été très actif dans ce domaine. Et ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement un leader sur le climat. Les États-Unis, clairement, ont abandonné cette notion de leadership sur le climat. La Chine ne se substitue pas vraiment. L'Europe, peut-être, a un créneau à prendre pour essayer de pousser les autres vers un effort plus important. Le Bangladesh. Je parlais un peu du Bangladesh parce que nous étions, il y a quelques mois, à Dakar. C'est un pays, comme vous le savez tous, très vulnérable au réchauffement climatique. Si la mer monte d'1 mètre, il y a 50% du pays qui est inondé. Les cultures, évidemment, avec l'aspect salin du sol va poser des gros problèmes, mais il y aura des manques d'eau. Se rajoutent les cyclones, enfin tous les plaisirs qu'ils avaient déjà, mais qui vont être encore accrus par le réchauffement climatique. Ceci dit, ils ont fait un effort d'adaptation qui est absolument remarquable. C'est-à-dire que vous prenez le même cyclone dans les années 70, 71, et vous le prenez maintenant, il y a 100 fois moins de morts. Alors, il y a toujours beaucoup de morts, mais par rapport à ce qui se passait avant, et ça, c'est grâce à des efforts d'adaptation. On parle toujours en Occident, évidemment, de réduire les émissions, ce qui est très important, mais il y a aussi l'aspect adaptation pour éviter les catastrophes et s'adapter au réchauffement climatique, qui de toute façon arrivera. Et je dois avouer que quand nous sommes passés au Bangladesh au mois de novembre, je ne savais pas trop quelle attitude adopter. À la fois au Bangladesh et en Inde, il y a un peu cette vue qu'il ne faudrait peut-être pas trop faire de la morale sur les prix du carbone, une attitude que je comprends tout à fait, étant donné que ces pays ne veulent pas en entendre parler, parce qu'évidemment, ce sont des pays qui ne sont pas très riches et qui voient dans un prix du carbone un handicap pour se développer. Ceci dit, j'étais stupéfait de voir qu'ils fermaient 3 centrales à charbon. Quand je vois que l'Europe, qui est si riche, en réouvre, alors c'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine, mais en train de réouvrir des mines à charbon, et que le Bangladesh en ferme, là j'ai trouvé quand même que c'est pas facile à vivre et à discuter effectivement là-bas quand on voit ça. Ils ont augmenté les prix du pétrole, ce qu'on n'a pas fait en Europe lors de la guerre d'Ukraine. Donc un pays infiniment plus pauvre, mais qui réalise bien, et ce n'est pas le Bangladesh qui va changer à lui-même le réchauffement climatique, ce n'est pas ça du tout. Mais peut-être une responsabilisation qui est importante. Ceci dit, le Bangladesh fait face à de nombreux problèmes. Le problème de la pauvreté, bien sûr, la surpopulation, une dépendance très forte vis-à-vis du textile. Vous savez que le Bangladesh s'est développé sur la base du textile essentiellement. La plupart de la production, je ne sais plus, 70-75% est vendue en Europe. Et c'est vraiment une industrie très, très importante. Ils s'inquiètent un petit peu parce que les acheteurs européens veulent une production plus éthique. Alors, il y a eu effectivement ce scandale il y a 10 ans sur une usine qui s'était effondrée avec des milliers de morts, enfin un millier de morts, je crois. Donc il y a beaucoup plus de conscience en Europe pour dire attention, on ne va pas acheter à des entreprises qui traitent leurs salariés comme ça. C'est pas seulement la sécurité, il y a d'autres critères bien sûr. Et donc
il y a une prise de conscience. Alors, les problèmes se posent évidemment souvent chez les sous-traitants, en fait, chez les petits producteurs. Les grands producteurs, ils ont tendance à être plus surveillés. C'est les sous-traitants qui posent souvent problème. Et ils s'inquiétaient beaucoup. Ils disaient, ouais, les Européens, ils sont sans arrêt, ils rajoutent des normes et des choses comme ça. Ils veulent plus de responsabilité sociale de l'entreprise et qu'on fasse attention à nos salariés, qu'on fasse attention à notre environnement, etc. La réponse, je pense, à leur donner, c'est que oui, ça peut être un handicap si les concurrents n'ont pas les mêmes, ne font pas face aux mêmes exigences. C'est-à-dire que si les acheteurs européens de vêtements, de textiles, n'exigent pas aux concurrents principaux, qui dans le cas particulier, je crois, sont l'Inde et le Vietnam, exactement les mêmes normes. Mais si ce sont les mêmes normes pour tout le monde, ce n'est pas très grave, parce qu'ils pourront toujours faire concurrence à ces autres pays. Le réseau électrique, j'en parle pas, c'est un gros problème, et le problème de la collecte de l'impôt. Ça, ce sont des pays où vraiment collecter l'impôt est extrêmement difficile. Et il faut mettre en place une infrastructure. Alors, comme vous le savez, le Bangladesh va être diplômé, graduate, enfin, je ne sais pas comment on dit, c'est graduate en anglais. Ce n'est plus un pays pauvre. À partir de 2026, ce n'est plus un pays pauvre. L'ONU a décidé que c'était un pays à revenu moyen. Sachant que le revenu, c'est à peu près 1 200 € par tête par an. Mais donc l'ONU a récompensé finalement tous les efforts qui ont été faits par le Bangladesh. Et évidemment, il y a énormément d'efforts. Mais il se pose la question de est-ce que ça ne va pas être une catastrophe pour le Bangladesh, finalement, cette récompense. Et il y a l'exemple du Sri Lanka qui est dans toutes les têtes, qui aussi est devenu un pays middle income avant et qui a des tas de problèmes. Et ils ont des tas de problèmes parce qu'il y a cette discontinuité très forte qui n'a pas de sens économique, évidemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous passez d'un pays à revenu bas à un pays à revenu moyen, et du coup, vous perdez tout d'un coup beaucoup de choses. Tous ces prêts concessionnels, c'est-à-dire que ce sont des prêts où le taux d'intérêt est bas, la durée du prêt est très longue, disparaissent. C'était quand même 50% de la dette du Bangladesh, y compris l'aide climatique, le Climate Fund, qui pose problème. Tout d'un coup, ils ont respecté les brevets pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, un pays pauvre peut s'asseoir sur les brevets pharmaceutiques et dire, bon, je vais produire mes génériques, à condition qu'ils ne les exportent pas, évidemment, vers les pays riches. Ça serait idiot. Il ne faudrait surtout pas faire ça, parce que sinon, personne ne paierait. Mais disons qu'il y a cette idée qu'ils doivent maintenant respecter tout d'un coup les brevets pharmaceutiques. Donc ça veut dire que ça va coûter beaucoup plus cher. Ils avaient accès pour le textile à des exemptions de douane, etc. Donc tout d'un coup, en récompense de tous leurs efforts, on leur dit « mais vous allez perdre énormément de choses ». Et donc ils se posent un petit peu la question de qu'est-ce qui va se passer, comment on va se financer, est-ce qu'il faut plus d'investissements directs étrangers, etc. Donc c'est un grand défi pour ce pays. Et peut-être je vais terminer par l'Inde, qui évidemment est aussi, comme le Bangladesh, extrêmement vulnérable. Bon, ça commence déjà maintenant. On a parlé beaucoup du Pakistan, mais évidemment en Inde, la sécheresse, on a maintenant des températures de 50 degrés qui se pointent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'agriculture, ça veut dire qu'il y a des problèmes de santé, ça veut dire qu'il y aura des migrants. Alors, j'imagine, ça va être compliqué. S'il y a des migrants du Pakistan et du Bangladesh, ça va être aussi compliqué. Les émissions sont encore assez faibles. 2,5 tonnes par personne, donc c'est moins que la moyenne mondiale, certainement moins que la France, et beaucoup, beaucoup moins que la Chine. Mais c'est déjà 7% du total mondial. Même avec une intensité carbone assez faible, ils arrivent déjà à 7% des émissions mondiales. Alors, quand s'ils ont une croissance à la chinoise, ce qui a été le cas depuis les réformes des années 1990, on voit très bien qu'est-ce qui pourrait se passer. Ils n'ont pas de taxe carbone, ils ont beaucoup de charbon, enfin c'est une situation compliquée. Alors ils ont promis à la COP 21 qu'ils seront neutres en carbone en 2070. Alors c'est une promesse évidemment qui n'engage que ceux qui les écoutent, mais c'est quand même très compliqué. Et avec un gouvernement nationaliste et populiste,
Évidemment, c'est le genre de choses qui a très peu de chances d'être respecté. Maintenant, en 2070, on n'en sait rien. Mais donc et dans les négociations internationales, et ça se comprend beaucoup mieux, il pousse beaucoup pour l'adaptation. L'Occident pousse beaucoup pour la mitigation. Et ça se comprend tout à fait. On a des intérêts un peu divergents. Voilà, je vais m'arrêter là. Je serais très heureux d'avoir une discussion avec vous. Encore une fois, j'ai des compétences qui sont limitées, mais je serais très heureux de pouvoir discuter avec vous. Merci.